C'est le Sifweb qui l'a révélé dans un rapport. Plus de 2 milliards de francs CFA de salaire de trop, illégalement perçus par l'ensemble des ministres du premier quinquennat de Roch-Kaboré. Que pense le gouvernement à cette accusation? Vous entendrez la réponse de son porte-parole. C'était un hommage du Conseil des ministres. Et puis, zoom dans cette édition sur l'argent de poche octroyé aux enfants. Faut-il forcément en donner? Combien? Quand et pourquoi? Réaction des parties prenantes et d'un psychopédiatre à suivre en fin de journal. Ce match de tous les dangers, Burkina Faso face à la Centrafrique, comptant pour la deuxième journée des phases de poule de la CAN Junior. Les poulains d'Oscar Barraud sont hyper motivés avant la rencontre, prévue pour ce soir à 19h GMT. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre. On débute avec l'hebdomadaire Conseil des ministres tenu hier mercredi. Plusieurs questions à l'ordre du jour, de la santé à la sécurité, en passant par l'économie, l'éducation. Tous ces départements ministériels ont occupé les débats. La synthèse avec Kwame Hervé-Daba. C'est un conseil des ministres qui aura duré environ 4 heures de temps. Et comme à l'accoutumée, délibération, communications orales et autorisation des missions à l'étranger, entre autres, étaient au centre de l'exercice, mais aussi dossier de nomination, notamment dans la police. Vous savez que depuis 2018, donc, notre personnel de police dispose d'une loi qui régit donc son statut. Et donc en application de cette loi, et pour les années 2019 et 2020, le Conseil a agréé et adopté donc la nomination de 4 inspecteurs généraux de police, de 21 contrôleurs généraux, de 37 commissaires divisionnaires et de 84 commissaires principaux de police. Sur les questions économiques et infrastructurelles, le gouvernement a ratifié par ordonnance 2 accords de prêt avec le Fonds saoudien pour le développement. Le premier concerne le financement d'un projet d'aménagement hydro-agricole dans la commune de Souroukouni, dans la région de la Boucle du Moule. Il s'agit d'aménager, de sécuriser 2000 hectares irrigués. Ce projet comporte un volet de développement donc, de l'élevage intensif. Et il y a un volet aussi de pisciculture et naturellement un volet innovant donc, de la culture fruitière. Il est attendu ce projet qu'il crée des emplois décents pour les jeunes et les femmes. Nous attendons donc environ 8000 emplois directs à créer donc, par ce projet et qui est évalué à plus de 11 milliards de francs CFA. Le deuxième prêt concerne la réhabilitation de la route nationale Tougan-Waïgouya. C'est la route nationale numéro 10 dans le mot réhabilitation. Il faut entendre construction et bitumage de cette route qui fait 94 km. Et ce prêt est de un peu plus de 8 milliards. Il est un financement partiel. Et les autres ressources donc, ont dû être mobilisées. Par cette autorisation, nous sommes en mesure d'espérer le début des travaux au plus tard donc, en 2022. L'éducation et la santé ont aussi dominé ce Conseil des ministres. Selon le ministre en charge de l'Éducation nationale, 104 000 enfants et élèves déplacés internes ont été réintégrés dans le processus de scolarisation. Pour la lutte contre la COVID-19, on a insisté sur le respect des gestes barrières, même au cours des grands rassemblements, et sur la nécessité de décentraliser dans les régions la prise en charge des cas de contamination. S'il y a bien une affaire qui alimente les débats depuis la semaine dernière, c'est bien celle des salaires de trop illégalement perçus par l'ensemble des ministres du premier quinquennat de Roch-Kaboré. Le Sifweb, qui a levé le lièvre, parle de plus de 2 milliards de francs CFA de surplus. C'est une pratique qui viole littéralement le décret de 2008 fixant le salaire des membres du gouvernement. Que répond l'exécutif à cette accusation? Écoutez son porte-parole, Ousseini Tamboura. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Les faits sont qu'il y a un régime de droit commun de la rémunération des ministres porté par le décret de 2008. Les faits sont aussi que des dispositions contractuelles dont on peut comprendre, dont on peut certainement présumer qu'il s'agit aussi de faire en sorte qu'un certain nombre de principes généraux de droit qui consistent à considérer aussi
les antécédents salariaux de revenus des personnes qui sont appelées donc au gouvernement, de prendre en charge cette question. La problématique se pose depuis lors, mais pose une problématique de jurisprudence générale. Et je me souviens aussi qu'en juin 2018, lorsque le gouvernement s'était lancé dans une dynamique de réflexion globale sur la rémunération des fonctionnaires, en tout cas des options de réforme avaient été données, et je ne pense pas qu'il faille isoler la question de la rémunération des ministres de cette réflexion globale. Pourquoi pas? On prend acte de ce rapport qui est une contribution citoyenne à la bonne gestion des deniers publics. Elle propose des voies de solution. Le gouvernement certainement avisera et certainement se mettra dans une dynamique enclenchée depuis 2018 de faire en sorte qu'il y ait une sorte aussi d'équité dans la rémunération des uns et des autres. Je ne parle pas d'égalité. Le gouvernement accusé de pratiques et de violations de textes, et eux devraient pouvoir défendre l'exécutif dans ce genre de situation si l'affaire arrivait devant les tribunaux. Eux, ce sont l'agent judiciaire de l'État et ses 40 adjoints chargés de défendre les intérêts de l'État au niveau national et international. L'agence judiciaire de l'État, institution où ils devront siéger, est opérationnelle depuis hier, 17 février, avec la prestation officielle de serment de ses membres. Mamounata Kabori. C'est lui, le commandant à bord de l'agence judiciaire de l'État. Avec les 40 membres de son équipage appelés agents judiciaires adjoints de l'État, ils ont tous désormais la lourde tâche de soigner les intérêts de l'État et de ses démembrements. Devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou et un parterre d'invités témoins, l'agent judiciaire de l'État et 38 de ses adjoints jurent de remplir leur mission conformément à la loi. Monsieur Yanou Karfa. Je le jure. Monsieur Bado Désiré Assorega. Je le jure. Mais en clair, en quoi consistera la mission de l'agent judiciaire de l'État? Alors, l'agent judiciaire de l'État, c'est la personnalité qui anime donc une agence qui a été créée au niveau du Burkina Faso, qui s'appelle aussi Agence judiciaire de l'État et qui est assistée d'adjoints pour assurer le conseil et la représentation de l'État et de ses démembrements devant les juridictions au niveau national et au niveau international, de travailler à l'indemnisation des victimes des accidents impliquant les véhicules de l'État, mais également d'agir contre les agents publics qui viendraient à faire en sorte que le budget de l'État puisse être gravement touché. Oui, je crois qu'on mesure tous l'immensité de la tâche. Personnellement, pour avoir déjà exercé les fonctions en tant qu'agent judiciaire adjoint du Trésor, on s'était déjà astreint à cela. Donc je crois que pour nous, c'est encore une confiance qui est placée en notre personne. Et on pense pouvoir vraiment remplir avec dignité, probité et toute conscience cette charge qui nous a été confiée. L'autre mission de l'agent judiciaire de l'État, c'est de contribuer à l'exécution des décisions de justice rendues au profit des particuliers, comme c'est le cas par exemple des militants de l'Alliance Police Nationale, eux qui attendent toujours d'être réintégrés selon la décision de justice rendue en leur faveur contre l'État. Mais sur cette question de non-exécution des décisions de justice par l'État lui-même, il ne faut pas trop vite crier victoire, dira Karfa Yanou. On ne peut pas parler de ouf de soulagement puisque l'agence judiciaire de l'État est une structure qui hérite en fait d'une structure qui existait et qui faisait le même travail. Et au regard des éléments que nous avons en notre possession, le travail préalable a été fait par rapport à un certain nombre de dossiers, mais il reste certainement un travail de finition. Et quand nous allons effectivement prendre service, nous allons effectivement peut-être mieux comprendre le dossier. Et s'il y a des actes qui relèvent de notre compétence, nous allons les poser et nous allons approcher les autorités compétentes pour qu'effectivement quelque chose soit fait dans ce sens. Aussi bien pour ces dossiers, mais pour tous les dossiers qui souffrent d'une exécution à ce stade-là. Tous nommés en Conseil des ministres du 23 décembre 2020, la prestation de serment ce 17 février de l'agent judiciaire de l'État et de ses adjoints consacre le démarrage des activités de l'agence judiciaire de l'État. Une agence qui vient remplacer l'agence judiciaire du Trésor qui semblait avoir des limites. Le magistrat Karfa Yanou, à la tête de l'agence judiciaire de l'État,
Rappelez-vous, sa nomination en décembre dernier avait fait couler beaucoup d'encre et de salive, certains y voyant plutôt la récompense d'un magistrat qui a pris fait et cause pour l'exécutif dans certains dossiers judiciaires. Sur la question, écoutons la réaction de l'intéressé Karfayan. Je dois dire que si on doit compter sur une décision rendue en faveur de l'État pour moi me récompenser, je dirais que c'est mal me connaître personnellement, parce que vous avez derrière moi des agents judiciaires de l'État adjoints qui étaient agents judiciaires du Trésor, qui ont plaidé devant moi, et il y a plusieurs décisions qui ont été rendues à l'encontre de l'État. Si pour une seule décision on doit me récompenser, je pense que mon serment de magistrat ne doit pas servir. Or, je tiens à mon serment de magistrat d'abord, ensuite le serment que je viens de prêter, et donc il faut peut-être plutôt poser la question, je l'ai dit, au comité de sélection qui a retenu ma candidature et qui a certainement vu des éléments qui peuvent permettre justement d'améliorer, parce qu'il y a quelque chose qui est déjà fait, d'améliorer donc la représentation et l'assistance de l'État. Vous êtes tous des journalistes ici, renseignez-vous sur le nombre de décisions que personnellement j'ai pu rendre en tant que juridiction, parce que nous siégeons à juge unique et qui ont condamné l'État à beaucoup de millions au profit des citoyens burkinabés, parce que le citoyen avait raison. Mais lorsque je pense que c'est l'État qui a raison, je rends ma décision en toute âme et conscience, en toute indépendance et en toute impartialité. C'est le tenant de mon serment de magistrat et je tiens à le respecter jusqu'au, je dirais, mes derniers jours. Venons à présent à cette affaire foncière qui se déroule à Korsimoro, commune située à plus de 70 km de Ouagadougou dans le centre-nord. Les populations d'un des 5 villages touchés par le projet communal de construction d'une cité sont mécontentes. Elles remettent en cause les clauses du contrat déjà signé entre elles et la mairie. Dans ce contrat, ces populations disent avoir été bernées. Abdou Razak Traoré. Des balais et des spatules en l'air pour désavouer un ambitieux projet immobilier qui touche leur village dans la commune de Korsimoro. Des frondeurs qui protestent contre une initiative de construction d'une cité entamée par leur conseil municipal. Si au départ, ils ont entièrement souscrit en acceptant les clauses du contrat afin d'octroyer leurs terres, force est de constater que leur position a évolué aujourd'hui. Plus de 5 ans après les accords, ils se sentent bernis. D'un projet communal organisé par la mairie de Korsimoro depuis 2017. Au début, on pensait qu'en tout cas, c'était dans le sens de développement durable. Mais actuellement, nous voyons que vraiment, c'est le contraire, carrément le contraire. Comment comprendre un projet qui vient pour développer et changer la vie de la population, que les gens empêchent actuellement de cheminer, de les laisser dans la misère, dans la faim. En tout cas, c'est déplorable. Ils avaient promis des dédommagements. Nous ne sommes pas prêts pour ce développement actuellement, pour ce dédommagement actuellement. Nous voyons que c'est de l'anarque et nous n'allons pas accepter céder nos terres, qui libèrent nos terres cultivables. Nous avons besoin de nos terres pour cultiver. À la mairie de Korsimoro, c'est la surprise pour le conseil municipal. Le maire assure que toutes les règles ont été respectées dans les démarches. Les gens de leur terre, c'est la commune qui s'en a chargé de s'approcher de ces gens-là pour que le bien, les moyens, les ressources soient de la commune. Donc, il y a eu des échanges, il y a eu des propositions et c'est propre. Chacun gagne ce qu'il doit gagner. Et nous sommes surpris aujourd'hui, comme vous le disiez tantôt, qu'il y a une famille, moi je parle d'une famille, pas d'un village, à ce que je cherche, une famille qui proteste. Bon, s'il y avait eu protestation auparavant, cette famille n'allait pas signer. Cette famille n'allait pas nous donner ses hectares. On ne les a pas forcés pour prendre leurs hectares. Le projet immobilier de la commune s'étend sur 5 villages, dont celui de Ragitenga qui fait l'objet de toutes les crispations. Ici, ce qui est plus dénoncé, c'est le prix d'achat des terres des autochtones. L'hectare a été racheté à 1 million de francs CFA. Dédommagement sur 1 hectare, ils ont prévu 2 parcelles et 1 million. C'est minime. Voilà. Mais comme ils ont signé le contrat avec nos vieux et ils ont marginalisé la jeunesse, bon, on ne pouvait rien dire. Voilà. Sur 1 hectare, 1 million, c'est peu. 2 parcelles, vraiment, c'est insignifiant. Donc, on disait qu'au moins 5 parcelles, 5 millions. Et aussi, il ne faut pas qu'ils vont déguerpir le village. Le village reste sur ses lieux. Et voilà. Une chose, au moment où on les promettait l'hectare à 1 million, l'hectare était vendu à 400 000 ici, à Korsimoro. Et eux, on a poussé jusqu'à 1 million.
pour ne pas vendre mes choses, je vous dirais qu'il y a certains qui s'inquiétaient parce que c'était trop élevé. Quand ils viennent de temps à autre, j'écoute ce qu'ils veulent dire, c'est ce qui n'est pas possible. Quand vous acceptez 2 parcelles par hectare, 1 million de francs, une construction de vos concessions, tout est propre et tout le monde a signé. Aujourd'hui, par d'autres forces externes ou comme ça, je ne sais pas, le son est en train de changer comme ça, c'est compliqué. Et je pense que c'est pas qu'on a opprimé quelqu'un et avantagé l'autre, non. C'est le même contrat avec tous les propriétaires. Et je ne comprends pas pourquoi chez eux, il y a une autre son de cloche. Les deux parties semblent intransigeantes à chacune de son côté, alors que le projet, lui, est en train de rentrer dans sa phase active. Les parcelles ont même déjà été dégagées et bornées, c'est-à-dire donc que nous sommes loin de la fin des multiples manifestations des mécontents du projet. À présent, le grand format de ce trésor consacré à l'argent de poche octroyé aux enfants, le geste paraît évident et normal si l'on part du postulat que l'enfant est encore sous tutelle. Mais attention, il ne faut pas en faire trop, nous dit une pédopsychiatre. Alors question, combien faut-il donner, à quelle fréquence, à partir de quel âge et pour quels besoins? Dans ce reportage, vous entendrez des témoignages de parents, enfants et les conseils avisés d'une spécialiste de la psychologie infantile. C'est un dossier signé Archimède Boy. En France, les adolescents reçoivent en moyenne 30 € par mois, soit 19 500 francs CFA par mois. En Italie, 45 €, soit 29 250 francs CFA. En Espagne, 48 €, soit 31 200 francs CFA. En Angleterre, 60 €, soit 39 000 francs CFA. Et à Hong Kong, 80 €, soit 52 000 francs CFA. Mais qu'en est-il au Burkina Faso? Il n'existe pas encore de statistiques officielles. Vous en faites peut-être partie. Quasiment un parent sur 2 rencontré dans ce reportage donne de l'argent de poche à ses enfants pour diverses raisons. À partir de 13-14 ans, quand même, il peut avoir de l'argent de poche parce qu'on ne sait jamais. Mais pas beaucoup. C'est juste un tout petit peu pour leur permettre d'avoir quelque chose sur eux. Voilà. Ceux qui ne sont pas favorables à cette idée ont aussi leurs arguments. Les enfants sont ce qu'ils sont. Quand ils manipulent l'argent, un enfant qui ne travaille même pas d'abord, tu commences à l'habituer avec de l'argent. Et dit qu'à la longue, là, ça serait un peu compliqué. Ramata Diallo est psychologue. Elle n'est pas opposée au fait de donner de l'argent de poche aux enfants. Mieux, elle y voit une réelle vertu éducative. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Par exemple, on ne va pas donner 20 000 ou 50 000 à un enfant du primaire. On ne va pas faire ça. Il faut toujours adapter ce qu'on donne à l'enfant, à son environnement, à lui, à son développement, à ses besoins. Voilà. Ça aide l'enfant à déjà commencer à gérer les petits fonds. Ça aide l'enfant à planifier déjà. Qu'est-ce que je veux, combien je dois y mettre, comment je dois faire. Les parents peuvent aider les enfants dès ce moment à pouvoir se préparer à mieux gérer dans le futur. Soraïda et Axel, 2 jeunes étudiants, reçoivent de l'argent de poche. Cela symbolise pour eux autonomie et responsabilité. Avec respectivement 40 000 francs CFA et 35 000 francs CFA par mois, les dépenses de ces adolescentes sont bien reparties. Avec cet argent, je mets de l'essence. Ça veut dire 10 000 francs le mois. Mais il y a des mois où ça dépend. Je peux peut-être mettre moins que ça ou plus que ça. Maintenant, 10 000 francs pour les produits cosmétiques, c'est-à-dire les pommades, le parfum et le papier hygiénique et tout. Et 20 000 francs pour, si on peut le dire, pour mon goûter à l'école. Oui, j'arrive quand même à économiser un peu. De temps en temps, je fais des sorties avec des amis. De temps en temps, je peux par exemple souvent utiliser cet argent pour
dans le cas côté éducatif. Ça veut dire, avec cet argent, je peux peut-être m'inscrire au CCF pour la lecture. Déjà, il y a mon essence pour me déplacer, pour venir à l'école et tout. Et à côté de ça aussi, il y a mon besoin de connexion, parce que je suis très connecté, vu que je suis en informatique. On reçoit beaucoup de cours en ligne et dans les recherches aussi. Et à côté de ça, il y a mes petits besoins, quelquefois les sorties entre amis et tout. Donc, j'arrive quand même à gérer. J'arrive difficilement à faire des économies, mais bon, à côté, j'ai ma petite activité de graphisme. Je suis graphiste freelance. C'est quelque chose ça me rapporte quand même un peu d'argent. Et ça me permet quand même de faire quelques économies à côté. Il n'y a pas d'âge formellement indiqué pour l'argent de poche. Mais d'après les professionnels, pas question d'en donner avant que l'enfant sache bien compter. Cependant, une question demeure. Combien donner? Il faut tenir compte à la fois des besoins de l'enfant et des revenus des parents selon la psychologue. Mais attention, il ne faut pas en faire trop, car le trop d'argent peut être source de vice. Le miel attire les mouches. Voilà. Quand l'enfant a beaucoup d'argent, qui n'a pas appris à gérer correctement cet argent, il arrive à l'école, il va attirer certaines personnes et malheureusement, il peut attirer de la mauvaise compagnie. Et c'est avec ce surplus d'argent qu'il va commencer à fumer la cigarette. Il peut aller vers la drogue. Et vous avez entendu sûrement parler aujourd'hui des tontines sexuelles que font les élèves. C'est avec quoi ils font? C'est le trop d'argent que de fois certains parents donnent à ces enfants-là. C'est avec ça qu'ils se permettent de poser certains actes. Et ces attitudes, Daouda Barrow les côtoie au quotidien. Cet intendant de lycée relate ici plusieurs comportements déviants de jeunes lycéens. Il y a des enfants qui s'adonnent à cela, ils achètent des frélatés, ils passent le temps à fumer à des angles, on les voit. Hein. Je crois que ce n'est pas vraiment bien pour quand même, des gens qui cherchent quand même à forger leur avenir. À côté de l'argent de poche, certains parents récompensent leurs enfants avec des bonus financiers après de bons résultats scolaires. Est-ce une bonne chose? Ça peut motiver, mais il ne faut pas que ce soit la routine. Parce que si l'enfant, en ce moment, il peut y avoir un biais. L'enfant, en ce moment, peut travailler juste pour le surplus. Et le jour qu'on lui refuse ce surplus, il baisse les bras. Il faut qu'il sache, qu'il comprenne qu'il travaille, c'est pour lui-même, et non pour ses parents, et non pour son environnement. Le rapport de l'enfant à l'argent doit être bien encadré dès son jeune âge. Apprenez-lui que cela se mérite, que c'est toujours le fruit d'un effort de sa part. Sinon, il va au-devant de graves déconvenues dans sa vie d'adulte où, hélas, personne ne lui en fera de cadeau, indique la psychologue. Direction Nouakchott, en Mauritanie, où se déroule actuellement la Coupe d'Afrique des Nations CAN U20. Match décisif ce soir pour les étalons du Burkina Faso face aux fauves de la Centrafrique à partir de 19h GMT. Après le match nul lors de leur première sortie, les poulains d'Oscar Barrow doivent impérativement rectifier le tir ce soir avec une victoire pour assurer leur qualification. C'est ce que nous dit Luc Pakbelgem, notre envoyé spécial à Nouakchott, témoin du dernier entraînement des joueurs. Un bon classement et une dose de chance, telles peuvent être la formule magique pour une victoire contre la Centrafrique ce soir même. Et pour ce match, les étalons sont hyper motivés. Nous avons retrouvé un coach Oscar Barrow très concentré sur ses dernières notes. Et à côté, son adjoint, le coach Amadou Sampo, en train de prier pour dire que cette dose de chance peut passer également par la main d'Allah qui est en train d'implorer Amadou Sampo. Pour le reste, les étalons juniors sont hyper motivés pour ce deuxième match-là dans le groupe B contre la Centrafrique, les étalons qui sont favoris et qui veulent bien confirmer leur statut de favoris. On l'a vu aux Jeux africains de Rabat, ce duo Oscar Barrow-Amadou Sampo a fait mouche pour remporter la compétition du côté du Maroc. Et au tournoi UFOA B également au Bénin, ça a été
une tâche bien lisible pour les étalons juniors. Les étalons qui veulent rééditer l'exploit de ce tournoi UFOA B, et ça passe par une première victoire dans la compétition, synonyme d'une qualification pour la suite. Les étalons veulent bien aller jusqu'au bout de la compétition et on le sent à cette séance d'entraînement. Voilà, nous souhaitons une très bonne chance à nos étalons. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, si Dieu le veut, pour d'autres actualités. Bonsoir.